Je crains, Watson, d'être obligé d'y aller, me dit Holmes un matin pendant que nous prenions notre petit déjeuner. Y aller? Aller où? À Dartmoor. Plus exactement à King's Pyland. Je n'en fus pas surpris. Aurais-je dû m'étonner, ça aurait été plus tôt qu'il n'eût pas déjà eu à s'occuper de cette affaire extraordinaire qui défrayait toutes les conversations d'Angleterre. Pendant un jour entier, mon compagnon avait arpenté notre salon, le menton enfoncé dans la poitrine, les sourcils froncés, bourrant et rebourrant sa pipe de tabac extra noir, résolument sourd à toute question ou à n'importe quelle remarque de ma part. Notre marchand de journaux nous avait fait tenir les diverses éditions. Holmes s'était borné à les parcourir, puis à les jeter dans un coin. Son silence ne m'avait pas empêché de deviner le sujet de ses méditations. Il n'y avait qu'un problème, pas deux, qui osait défier sa puissance d'analyse. L'étrange disparition du cheval favori pour la Wessex Cup et le meurtre mystérieux de son entraîneur. Donc, lorsqu'il m'annonça son intention de se rendre sur les lieux du drame, c'était une nouvelle à la fois attendue et espérée. « Si je ne vous gênais pas, hasardai-je, je serais très heureux de vous accompagner. » Ah, mon cher Watson, mais vous m'obligeriez infiniment, au contraire. Je crois d'ailleurs que vous ne vous ennuierez pas, car cette affaire comporte quelques détails qui promettent de la rendre absolument unique. Nous avons, me semble-t-il, juste le temps de prendre notre train à Paddington. Pendant le trajet, nous approfondirons le dossier. Ah, vous me rendriez service en emportant vos excellentes jumelles. Voilà comment, 1 heure plus tard, je me trouvais assis dans le coin d'un compartiment de première, en route pour Exeter, tandis que Sherlock Holmes, dont le profil aigu et ardent était accentué par une casquette de voyage qui lui recouvrait presque entièrement les oreilles, plongeait dans le tas de journaux qu'il avait achetés à Paddington. Nous avions laissé Reading loin derrière nous, quand il jeta sous la banquette le dernier de la pile et m'offrit un cigare. Nous marchons bien, constata-t-il en regardant par la fenêtre et en surveillant sa montre. Nous faisons actuellement du 82 km à l'heure. Tiens, je n'ai pas vu de borne kilométrique. Moi non plus, mais le long de cette ligne, les poteaux télégraphiques sont plantés tous les 60 mètres. Le calcul est simple. Je suppose que vous vous êtes intéressé à cette affaire du meurtre de John Straker et de la disparition de Flamme d'Argent. J'ai lu ce qu'en ont dit le Télégraphe et le Chronicle. Il s'agit là de l'un de ces problèmes où l'art du logicien devrait servir d'abord à passer chaque détail au crible. La tragédie a été si peu banale et si parfaite, elle affecte personnellement tant de gens que nous souffrons d'une véritable pléthore de suppositions, de conjectures et d'hypothèses. La difficulté consiste à isoler la charpente des faits absolus et indéniables, des divers embellissements dont l'ont accablé les théoriciens et les journalistes. Puis, une fois que nous serons établis sur cette base solide, notre tâche sera de déterminer les déductions qui peuvent en être tirées, et de mettre à jour les points particuliers autour desquels tourne tout le mystère. Mardi soir, j'ai reçu 2 télégrammes. L'un émanait du colonel Ross, le propriétaire du cheval, l'autre de l'inspecteur Gregory, qui suit l'affaire. Tous deux m'invitaient à apporter ma collaboration. Mardi soir, m'exclamai-je. Et nous sommes jeudi matin. Pourquoi n'êtes-vous pas parti dès hier? Parce que, mon cher Watson, j'ai commis une erreur. Ce qui m'arrive, j'en ai peur beaucoup plus fréquemment que ne le croiraient vos lecteurs. De fait, je ne pouvais pas imaginer que le meilleur cheval anglais resterait longtemps dissimulé, surtout dans une région aussi peu peuplée que le nord de Dartmoor. Je m'attendais hier à apprendre tôt ou tard qu'il avait été retrouvé, et que son ravisseur était l'assassin de John Straker. Quand toutefois une nuit a passé, et que j'ai remarqué qu'en dehors de l'arrestation du jeune Fitzroy Simpson, rien n'avait été fait, alors j'ai senti que l'heure de l'action avait sonné pour moi. D'ailleurs, j'ai l'impression que la journée d'hier n'a pas été perdue. Vous avez arrêté une théorie, alors? Du moins, j'ai bien en tête les faits essentiels. Je vais vous les énumérer. Rien ne clarifie mieux une affaire que de l'exposer à une autre personne. Et puis, je ne pourrais pas espérer grand-chose de votre coopération si je ne vous décrivais pas notre position de départ. Je me calai contre les coussins et tirai sur mon cigare. Holmes se pencha en avant et, son long index maigre scandant les faits sur la paume de sa main gauche, il me résuma les événements qui avaient provoqué notre déplacement. Le cheval Flamme d'Argent
descend d'isonomie. Et il détient un record qui n'a rien à envier à celui de son célèbre ancêtre. Il est à présent dans sa 5e année. On peut dire qu'il a glané pour le colonel Ross, son heureux propriétaire, tous les prix du turf. Jusqu'à la catastrophe, il était grand favori pour la Wessex Cup. On le prenait à 3 contre 1. Il a toujours été la vedette favorite des turfistes, et il ne les a jamais déçus, si bien que, même à faible cote, d'énormes sommes ont été jouées sur lui. Il est par conséquent évident que beaucoup de gens avaient le plus vif intérêt à empêcher Flamme d'Argent d'être présent mardi prochain au départ. On y avait réfléchi naturellement à Kings Island, où sont situées les écuries d'entraînement du colonel. Toutes les précautions avaient été prises pour la protection du favori. L'entraîneur, John Straker, est un ancien jockey qui porta les couleurs du colonel avant de peser trop lourd sur la bascule. Ayant servi le colonel pendant 5 ans comme jockey, depuis 7 ans, il le servait comme entraîneur. Il s'est constamment conduit comme un employé zélé et honnête. Sous ses ordres, il y avait 3 jeunes valets seulement, car les écuries ne sont pas grandes. Elles logent en tout 4 chevaux. L'un de ces lads passait la nuit à veiller dans l'écurie, les 2 autres dormaient dans le grenier. Tous les 3 jouissent d'une bonne réputation. John Straker, qui est marié, habite une petite villa à 200 mètres des écuries. Il n'a pas d'enfant, emploie une bonne et mène une existence confortablement aisée. L'endroit est très isolé, mais à 800 mètres vers le nord, il y a une sorte d'agglomération de villas construite par un entrepreneur de Tavistock à l'intention de malades ou de convalescents qui voudraient bénéficier de l'air pur de Dartmoor. Tavistock même est situé à 3 km à l'ouest. De l'autre côté de la lande, à 3 km aussi, se trouve le grand centre d'entraînement de Capleton, qui appartient à Lord Backwater et qui est dirigé par Silas Brown. Dans toutes les autres directions, la lande est complètement sauvage. Seuls l'habitent quelques bohémiens nomades. Telle était en gros la situation lundi soir quand la catastrophe se produisit. Ce soir-là, les chevaux avaient été entraînés et on les avait menés boire comme d'habitude. Comme d'habitude également, les écuries avaient été fermées à clé à 9 heures. 2 des lads montèrent à la maison de l'entraîneur où ils dînaient à la cuisine. Le 3e, Ned Hunter, resta de garde. Quelques minutes après 9 heures, la bonne, Edith Baxter, lui descendit à l'écurie son dîner, une assiette de mouton au curry. Elle ne lui porta rien à boire parce qu'à l'écurie, il y a un robinet d'eau et que selon le règlement, le lad de garde ne doit boire que de l'eau. La bonne tenait à la main une lanterne, car la nuit était très sombre. Le sentier traversait un bout de lande. Edith Baxter, la bonne, était à moins de 30 mètres des écuries quand un homme sortit de l'ombre et lui cria de s'arrêter. Quand il pénétra dans le cercle de lumière jaune projeté par la lanterne, elle vit un homme d'allure fort respectablement bourgeoise, vêtu d'un costume de tweed gris et coiffé d'un chapeau mou. Il portait des guêtres et maniait une lourde cravache terminée par une pomme. Elle fut surtout frappée par l'extrême pâleur de son visage et sa nervosité. Il devait avoir 30 ans à peu près, plutôt plus que moins. « Pouvez-vous me dire où je suis ?» demanda-t-il. « Je m'étais presque décidé à dormir sur la lande quand j'ai vu votre lanterne. »« Vous êtes tous à côté des écuries d'entraînement de Kings Island ?» répondit-elle. « Non, vraiment ? Ah, quel coup de chance !» s'exclama l'homme. « Je crois que toutes les nuits un lad dort seul dans les écuries, c'est peut-être son dîner que vous lui apportez. Écoutez, je suis sûr que vous ne refuserez pas de gagner de quoi vous acheter une robe neuve, n'est-ce pas ?» Il tira de la poche de son gilet un morceau de papier blanc plié et dit à la bonne « Remettez cela au lad et vous pourrez vous offrir une très jolie robe. » Elle fut effrayée par l'espèce de passion qu'il mettait dans ses manières, et elle prit le pas de course pour arriver à la fenêtre par laquelle elle faisait passer le repas. La fenêtre était ouverte. Hunter était assis à l'intérieur devant sa table. Elle commençait à lui raconter sa rencontre quand l'étranger survint. « Bonsoir » fit-il en regardant par la fenêtre. « Je voulais vous dire un mot. » La bonne a juré que tandis qu'il parlait, elle avait remarqué le coin du petit papier plié qui dépassait de ses doigts. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» lui demanda le lad. « Ah, une affaire qui pourrait vous remplir les poches, » répondit l'autre. « Vous avez là 2 chevaux pour la Wessex Cup, Flamme d'Argent et Bayard. Passez-moi le bon tuyau, vous n'y perdrez pas.
est-ce vrai que sur 1000 mètres, Bayard pourrait en rendre 100 à l'autre, et que vous, aux écuries, vous avez mis le paquet sur lui? Ah ah, vous êtes un de ces maudits espions, cria le lad. Je vais vous montrer comment on les traite à King's Pyland. Il se leva et se précipita de l'autre côté des écuries pour détacher le chien. La bonne courut vers la maison, mais tout en courant, elle se retourna. L'étranger était penché par la fenêtre. Toutefois, quand Hunter revint avec le chien, 1 minute plus tard, il n'était plus là. Le lad fit le tour des bâtiments, il ne le revit point. Un moment, dis-je, est-ce que le valet d'écurie, quand il est sorti pour détacher le chien, a laissé la porte ouverte derrière lui? Ah, excellent, Watson, excellent, murmura mon compagnon. L'importance de ce détail me frappa tellement que j'envoyai un câble spécial à Dartmoor pour en avoir la précision. Le gamin a fermé la porte à clé avant de courir vers le chien. Et j'ai pu ajouter que la fenêtre est trop étroite pour permettre à un homme de passer à travers. Hunter attendit le retour de ses camarades, fit prévenir l'entraîneur et lui raconta l'incident. Son compte-rendu émoustilla Straker, qui pourtant ne semble pas en avoir tout à fait réalisé le sens véritable, mais qui en demeura tout de même vaguement mal à l'aise, puisque Madame Straker, se réveillant à 1h du matin, le trouva en train de s'habiller. Aux questions qu'elle lui posa, il répondit qu'il ne pouvait pas dormir parce qu'il était anxieux au sujet des chevaux, et qu'il allait descendre faire un tour aux écuries pour voir si tout était en ordre. Elle le supplia de ne pas sortir, car elle entendait la pluie battre les fenêtres avec violence, mais, en dépit de ses prières, il enfila son grand Macintosh et quitta la maison. Madame Straker ouvrit les yeux à 7h du matin. Son mari n'était pas rentré. Elle s'habilla en hâte, appela la bonne et courut vers les écuries. La porte était ouverte. À l'intérieur, recroquevillé sur une chaise, Hunter avait sombré dans un état de stupeur absolue. La stalle du favori était vide et il n'y avait aucune trace de l'entraîneur. Les 2 lads qui dormaient dans le grenier au-dessus de la sellerie furent promptement secoués. Pendant la nuit, ils n'avaient rien entendu. Tous 2, en effet, ont le sommeil lourd. Visiblement, Hunter était sous l'influence d'une drogue puissante. Comme il n'avait rien à tirer de lui, on le laissa dormir. Les 2 lads et les 2 femmes se précipitèrent à la recherche des absents. Ils espéraient encore que, pour telle ou telle raison, l'entraîneur avait sorti le cheval de bonne heure en vue d'un entraînement matinal, mais quand ils eurent escaladé le tertre près de la maison, d'où toute la lande avoisinante était visible, ils n'aperçurent pas le favori, mais par contre, ils virent un objet qui les avertit qu'ils se trouvaient en présence d'une tragédie. À 400 mètres environ des écuries, le manteau de pluie de John Straker ballottait sur un buisson d'ajoncs. Tout à côté, la lande dessine une cuvette. Au fond, gisait le cadavre du malheureux entraîneur. Une arme lourde lui avait fracassé la tête d'un coup terrible. De plus, il était blessé à la cuisse. La coupure longue et bien nette indiquait qu'elle avait été faite par un instrument très tranchant. Il était clairement établi toutefois que Straker s'était vigoureusement défendu contre ses assaillants, car dans sa main droite il tenait un petit couteau couvert jusqu'aux manches de sang figé, tandis que de la gauche il serrait une cravate en soie rouge et noire, que la bonne reconnut comme étant celle que portait l'étranger qui la veille au soir s'était présenté aux écuries. Hunter, quand il sortit de sa torpeur, fut tout aussi positif quant au propriétaire de la cravate. Il se déclara certain que le même individu avait drogué son mouton au curry pendant qu'il s'était penché par la fenêtre et qu'ainsi il avait mis hors de combat le gardien de Flamme d'Argent. Et le cheval manquant. Dans la boue qui garnissait le fond de la cuvette fatale, on trouva d'abondantes preuves qu'il avait assisté à la lutte qui avait opposé l'entraîneur à son meurtrier. Mais depuis ce matin-là, il a disparu. Et bien qu'une grosse récompense ait été promise, bien que tous les Romanichels de Dartmoor aient été alertés, on n'a reçu aucune nouvelle de lui. Enfin, une analyse a prouvé que les restes du dîner non achevé par le lad contenaient une appréciable quantité d'opium en poudre. Alors que le même plat avait été mangé le même soir par les gens de la villa, sans qu'ils eussent été indisposés le moins du monde. Voilà les principaux éléments de l'affaire, dépouillés de toute supposition et exposés objectivement. Je vais maintenant vous dire ce qu'a fait la police. L'inspecteur Gregory s'est vu confier l'enquête.
C'est un fonctionnaire extrêmement compétent. S'il avait seulement été doté d'imagination, il aurait pu s'élever fort haut dans sa profession. Dès son arrivée, il trouva vite et arrêta aussitôt l'homme sur qui se portaient naturellement les soupçons. Il n'avait guère de difficulté à mettre la main dessus, car il était bien connu dans tout le pays. Il s'appelle Fitzroy Simpson. C'est un personnage de très bonne extraction, cultivé, qui a dissipé sa fortune aux courses et qui vit d'un petit bookmaking discret et comme il faut dans des clubs sportifs de Londres. En examinant son livre de paris, on découvrit qu'il avait enregistré des paris dont le total se montait à 5000 livres contre le favori. Quand il fut arrêté, il déclara spontanément qu'il était descendu à Dartmoor dans l'espoir d'obtenir quelques informations sur les chevaux de King's Pyland et aussi sur Desborough, le favori numéro 2, dont s'occupait Silas Brown aux écuries de Capleton. Il ne tenta nullement de nier qu'il avait agi comme je vous l'ai indiqué, mais il affirma n'avoir eu aucune intention mauvaise et qu'il était tout simplement venu au renseignement, espérant en avoir de première main. Quand on lui montra la cravate, il devint terriblement pâle et fut incapable d'expliquer sa présence dans la main de la victime. Ses vêtements mouillés indiquaient qu'il s'était trouvé la nuit précédente sous la pluie. Quant à sa cravache, alourdie d'un plomb, elle était tout à fait le genre d'arme qui, par des coups répétés, aurait pu provoquer les blessures horribles auxquelles avait succombé l'entraîneur. D'un autre côté, il n'était lui-même absolument pas blessé. Or, le couteau de Straker témoignait que l'un de ses agresseurs au moins devait en porter la marque. Voilà. Vous avez toute l'affaire résumée en 2 mots, Watson. Si vous pouvez m'éclairer un tant soit peu, je vous en serai très reconnaissant. J'avais écouté avec énormément d'intérêt l'exposé que m'avait fait Holmes avec sa clarté coutumière. La plupart des faits m'étaient connus. Pourtant, je n'avais pas suffisamment mesuré leur importance relative, ni leur enchaînement. N'est-il pas possible, suggérais-je, que la blessure de Straker ait été causée par son propre couteau dans l'une de ces luttes convulsives qui suivent une lésion au cerveau? C'est plus que possible, c'est probable. Dans ce cas, l'un des points en faveur de l'accusé disparaît. Même à présent, je ne parviens pas à voir quelle peut être la théorie de la police. Je crains, répliqua mon compagnon, que n'importe quelle théorie ne se heurte à des objections très sérieuses. La police imagine sans doute que ce Fitzroy Simpson, après avoir drogué le lad et ayant obtenu par un moyen quelconque une double clé, a ouvert la porte des écuries et fait sortir le cheval dans l'intention de le kidnapper. La bride manque. Simpson a pu la lui mettre. Il laissa la porte ouverte derrière lui et il était en train d'emmener le cheval à travers la lande quand il fut surpris ou rattrapé par l'entraîneur. Une rixe s'ensuivit naturellement. Simpson cassa la tête de l'entraîneur avec sa lourde cravache, sans être lui-même blessé par le petit couteau que Straker avait sorti pour se défendre. Ensuite, le voleur conduisit le cheval dans une cachette mystérieuse. À moins que, pendant la lutte, le cheval n'eût déguerpi. Auquel cas, il errerait sur la lande. Voilà comment la police voit l'affaire. Tout improbable qu'elle apparaisse, cette théorie l'est cependant moins que toutes les autres explications possibles. Je vais rapidement contrôler quelques points dès que je serai sur place. En attendant, je ne vois guère comment je pourrais aller plus loin dans mes raisonnements. Le soir tombait quand nous atteignîmes la petite ville de Tavistock, qui est située comme un nombon de boucliers au milieu du grand cercle de Dartmoor. À la gare, 2 personnes nous attendaient. Un athlète blond avec une barbe et une crinière léonine, ainsi que 2 yeux bleu clair étrangement pénétrants, et un homme de petite taille mais vif, très soigné, tiré à 4 épingles dans sa redingote et ses guêtres, portant monocle et favoris courts. Ce dernier était le colonel Ross, sportif bien connu, et le premier était l'inspecteur Gregory, qui commençait à se faire un nom dans la police criminelle anglaise. « Je suis ravi que vous soyez venu jusqu'ici, monsieur Holmes, » déclara le colonel. « L'inspecteur n'a rien négligé, mais je suis disposé à remuer ciel et terre pour essayer de venger ce pauvre Straker et de retrouver mon cheval. » Est-ce qu'il y a quelque chose de neuf? Interrogea Holmes. Je regrette d'avouer que nous n'avons pas fait beaucoup de progrès, répondit l'inspecteur. Nous avons dehors une voiture découverte. Comme je présume que vous aimeriez voir les lieux avant la nuit, nous pourrions parler en route. 1 minute plus tard, nous étions donc tous 4 installés dans un landau confortable et nous roulions bruyamment dans les rues de cette vieille ville pittoresque du Devonshire.
L'inspecteur Gregory, plein de son sujet, se lança dans une longue succession d'observations que Holmes n'interrompait que pour poser de temps à autre une question ou placer une interjection. Le colonel Ross s'était rejeté au fond de la voiture avec son chapeau rabattu sur les yeux. Et moi, j'écoutais attentivement le dialogue des deux détectives. Gregory exposa sa théorie. Elle était à peu de choses près, celle que Holmes m'avait prédite dans le train. Le filet est tendu très serré autour de Fitzroy Simpson, nous expliqua-t-il. Et je crois vraiment qu'il est notre homme. En même temps, je reconnais que la preuve est uniquement circonstancielle et qu'un nouveau développement pourrait la détruire. Et le couteau de Straker? Nous avons pratiquement conclu qu'il s'était blessé lui-même dans sa chute. Mon ami le docteur Watson m'avait suggéré cette hypothèse pendant notre voyage. Si elle est exacte, elle se tourne contre ce Simpson. Incontestablement. Il n'a ni couteau, ni trace de blessure. Les apparences contre lui sont très fortes. Il avait un grand intérêt à la disparition du favori. Il est soupçonné d'avoir empoisonné le valet d'écurie. Indiscutablement, il était dehors sous la pluie. Il était armé d'une lourde cravache. Sa cravate a été retrouvée dans la main de la victime. Je crois vraiment que nous avons de quoi nous présenter devant un jury. Holmes hocha la tête. Un habile avocat mettrait votre théorie en pièces, dit-il. Pourquoi aurait-il emmené dehors le cheval? S'il voulait l'endommager, ne pouvait-il le faire dans l'écurie? Le double de la clé a-t-il été trouvé en sa possession? Quel pharmacien lui a vendu l'opium en poudre? Et surtout, où pouvait-il, lui, étranger au pays, cacher un cheval, et un cheval comme celui-ci? Comment explique-t-il l'histoire du papier qu'il voulait faire remettre au lad par la bonne? Il assure que c'était un billet de 10 livres. On en a trouvé un dans son portefeuille. Mais vos autres objections ne sont pas aussi insurmontables qu'elles le semblent. Il n'est pas étranger au pays. Cet été, il a logé 2 fois à Tavistock. L'opium a sans doute été acheté à Londres. Quant à la double clé, il a pu la jeter après s'en être servi. Et le cheval peut parfaitement se trouver au fond de l'un des vieux puits de mine qui foisonnent sur la lande. Et pour la cravate, que dit-il? Il la reconnaît comme sienne, mais affirme qu'il l'a perdue. Toutefois, un nouvel élément est venu s'ajouter à ceux que nous possédions déjà, et il pourrait confirmer le fait que c'est Simpson qui a mené le cheval hors de l'écurie. Holmes se dressa l'oreille. Nous avons trouvé des traces prouvant qu'un groupe de Romanichels a campé pendant la nuit de lundi à près d'1 kilomètre de l'endroit où le crime a été commis. Le mardi, ils avaient disparu. En supposant que Simpson se soit entendu avec ces Romanichels, n'aurait-il pas pu leur amener le cheval quand il se vit rattrapé? Et ne serait-ce pas eux qui le détiendraient à présent? Oui, c'est certainement une possibilité. La lande est actuellement fouillée pour que ces Romanichels soient retrouvés. J'ai également examiné toutes les écuries et tous les communs de Tavistock, ainsi que dans un rayon de 15 kilomètres. Il y a, je crois, une autre écurie d'entraînement tout à côté, n'est-ce pas? En effet. Et ce facteur ne saurait être négligé. Comme Desborough, leur cheval, était en 2e cote, ils avaient intérêt à ce que le favori disparût. Silas Brown, l'entraîneur, a engagé de gros paris sur la course. Et il n'était pas trop bien avec le pauvre Straker. Nous avons perquisitionné dans les écuries. Mais nous n'y avons rien trouvé qui pût l'impliquer dans l'affaire. Et rien qui établit un lien entre ce Simpson et les intérêts des écuries de Capleton? Rien du tout. Holmes se rencogna dans la voiture et la conversation cessa. Un peu plus tard, notre cocher s'arrêtait devant une petite villa coquette en briques rouges avec des avant-toits en surplomb. À quelque distance de là, de l'autre côté d'un enclos pour chevaux, s'étendait une longue dépendance toiturée de tuiles grises. Partout aux alentours, les basses ondulations de la lande, qui paraissaient bronzées à cause des fougères décolorées, s'étendaient jusqu'à l'horizon, interrompues seulement par les clochers de Tavistock et, vers l'ouest, par un groupe de maisons qui indiquait l'emplacement des écuries de Capleton. Nous sautâmes tous hors de la voiture, à l'exception de Holmes qui resta appuyé en arrière avec les yeux fixés sur le ciel en face de lui, absorbé par ses propres pensées. Il fallut que je lui touchasse le bras pour qu'il sursautât et descendit à son tour de la voiture. Oh, je vous demande pardon, dit-il au colonel Ross qui l'avait regardé non sans surprise. Je rêvais éveillé. Dans son regard, il y avait une lueur et dans ses manières une excitation contenue qui me convainquirent, moi qui le connaissais bien, qu'il avait posé la main sur un indice. Mais j'étais incapable de deviner où il l'avait trouvé. Peut-être préféreriez-vous vous rendre tout de suite sur les lieux du crime, monsieur Holmes? Je crois que je préférerais rester ici quelques instants et régler plusieurs points de détail. Straker a été amené ici, je suppose. Oui, il repose en haut. L'enquête judiciaire est pour demain.
Il a été à votre service pendant plusieurs années, colonel Ross. Il s'est toujours conduit comme un employé irréprochable. Je pense que vous avez dressé l'inventaire de ce qu'il avait dans ses poches quand il a été assassiné, inspecteur. Tous ces objets sont dans le petit salon. Si vous voulez y jeter un coup d'œil... J'en serais très content. Nous entrâmes à la file dans le petit salon et nous nous assîmes autour de la table du milieu, tandis que l'inspecteur ouvrait une boîte carrée en fer blanc et en déversait le contenu sous nos yeux. Il y avait une boîte d'allumettes bougies, 6 cm de chandelle, une pipe ADP en racine de bruyère, une blague en peau de phoque avec 30 grammes de Cavendish coupé long, une montre en argent avec une chaîne en or, 5 souverains en or, un porte-mine en aluminium, quelques papiers et un couteau à manche d'ivoire pourvu d'une lame à la fois très rigide et très fine qui portait l'inscription « Weiss & Company, London ». Voici un couteau peu banal, observa Holmes en le levant en l'air et en l'examinant minutieusement. Je suppose, puisque j'y vois des taches de sang, que c'est celui qui a été trouvé dans la main du mort. Watson, ce couteau relève sûrement de votre profession. Oui, il est tout à fait ce que nous appelons le bistouri cataracte. Je le pensais bien. Une lame très fine, conçue pour un travail très délicat. Un objet bizarre aussi à emporter dans une rue d'expédition. D'autant plus que ce couteau ne se fermait pas dans la poche. La pointe était protégée par une rondelle de bouchon que nous avons trouvée à côté du corps, dit l'inspecteur. Sa femme nous a dit que ce couteau était resté pendant quelques jours sur la table de toilette et qu'il l'avait pris en quittant la chambre. C'était une piètre arme, mais peut-être la meilleure qu'il avait sous la main à ce moment-là. Très possible. Et ces papiers ? 3 d'entre eux sont des factures acquittées des marchands de foin. Une autre, une lettre du colonel Ross qui lui envoyait ses instructions. Ceci est une note de couturier, se montant à 37 livres 15, établie par Madame Lesurier de Bond Street au nom de William Derbyshire. Madame Straker nous a déclaré que Derbyshire était un ami de son mari, qui se faisait adresser parfois son courrier ici. Madame Derbyshire avait des goûts plutôt dispendieux. 22 guinées, c'est assez cher pour un simple tailleur. Néanmoins, il semble qu'il n'y ait plus rien à glaner, mais nous pouvons nous rendre sur les lieux de crime. Quand nous quittâmes le salon, une femme qui nous avait attendus dans le corridor s'avança pour tirer l'inspecteur par la manche. Elle avait un visage hagard, mince, passionné, marqué du sceau d'une impression horrible. « Vous les avez eus? Vous les avez trouvés ?» haleta-t-elle. Non, Madame Straker, mais Monsieur Holmes, que voici, est venu de Londres pour nous aider, et nous ferons tout notre possible. Je vous ai certainement rencontré à Plymouth, au cours d'une garden party il n'y a pas longtemps, Madame Straker. Non, monsieur, vous vous trompez. Mon Dieu, et moi qui l'aurais juré. Vous portiez un tailleur de soie gorge de pigeon avec des garnitures de plumes d'autruche. Je n'ai jamais possédé une pareille robe, répondit la dame. Alors n'en parlons plus. Et après quelques mots d'excuse, Holmes suivit dehors l'inspecteur. Une courte marche à travers la lande nous conduisit vers la cuvette où le corps avait été découvert. Sur la bordure se dressait le buisson d'ajonc où était accroché le manteau de pluie. Je crois qu'il n'y avait pas de vent cette nuit-là. Non, mais une très forte pluie. Dans ce cas, le manteau n'a pas été projeté par le vent contre le buisson, mais posé dessus. Oui, il était posé en travers. Très intéressant. Je remarque que le sol a été beaucoup piétiné. Sans doute y a-t-il eu de nombreux pieds qui se sont promenés par ici depuis la nuit de lundi. Un bout de paillasson avait été placé sur le côté et nous sommes tous restés dessus. Oh, parfait. Dans ce sac, j'ai l'une des bottes que portait Straker, l'une des chaussures de Simpson et un vieux fer du cheval. Mon cher inspecteur, vous vous surpassez. Holmes prit le sac, descendit dans le creux de la cuvette et poussa le paillasson vers le milieu. Puis il s'allongea dessus, sur le ventre, avec le menton appuyé sur les mains, et il étudia soigneusement la boue piétinée en face de lui. « Hello !» fit-il soudain. « Qu'est-ce ceci ?» C'était une allumette bougie, à demi consumée, et qui était tellement couverte de boue qu'on aurait dit une petite brindille de bois. « Je ne comprends pas comment elle m'a échappé, » dit l'inspecteur visiblement vexé. « Elle était invisible, enterrée dans la boue. Je l'ai vue parce que je la cherchais. »« Comment ? Vous vous attendiez à la trouver ? » Je pensais que ce n'était pas improbable. Il prit les souliers dans le sac et compara les semelles avec les empreintes sur le sol. Puis il regrimpa sur le bord de la cuvette et rampa à travers les fougères et les buissons.
Je crains qu'il n'y ait plus de traces, dit l'inspecteur. J'ai examiné très attentivement le terrain sur 100 mètres dans toutes les directions. Vraiment? S'écria Holmes en se remettant debout. Dans ce cas, je n'aurai pas l'impertinence de recommencer après vous. Mais j'aimerais faire une petite promenade sur la lande avant la nuit, afin que je reconnaisse mon terrain pour demain. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je mets ce fer à cheval dans ma poche pour tenter la chance. Le colonel Ross, qui avait montré quelque impatience devant la méthode posée et systématique de mon compagnon, regarda ostensiblement sa montre. Je voudrais que vous reveniez avec moi, inspecteur. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais vous consulter, en particulier celle-ci. Ne devons-nous pas au public de retirer le nom de notre cheval des partants de la Wessex Cup? Ah, certainement pas, s'exclama Holmes. Moi, je laisserai figurer le nom. Le colonel s'inclina. Je suis très heureux d'avoir eu votre avis, monsieur. Vous nous retrouverez à la maison du pauvre Straker quand vous aurez achevé votre promenade, après quoi nous pourrons rentrer ensemble à Tavistock. Il fit demi-tour avec l'inspecteur, pendant que Holmes et moi nous enfoncions lentement dans la lande. Le soleil s'infléchissait derrière les écuries de Capleton. La longue plaine ondulée était frangée d'or. Elle s'approfondissait en un chaud marron rougeâtre, partout où les fougères flétries et les ronces attrapaient la lumière de cette soirée. Mais le paysage se faisait inutilement glorieux pour mon compagnon qui était plongé dans de silencieuses méditations. Voilà la méthode, Watson, me dit-il enfin. Nous pouvons laisser de côté pour l'instant la question de savoir qui a tué John Straker et nous limiter à découvrir ce qu'il est advenu du cheval. Voyons. Supposons qu'il se soit enfui pendant ou après le drame. Où serait-il allé? Le cheval est un animal grégaire. Abandonné à lui-même, ses instincts l'auraient mené soit de nouveau à Kings Island, soit à Capleton, de l'autre côté. Pourquoi aurait-il joué au cheval sauvage sur la lande? Quelqu'un l'aurait d'ailleurs aperçu. Et pourquoi des Romanichels l'auraient-ils kidnappé? Ces gens-là s'empressent de fuir les coins à histoire, car ils ne tiennent pas à être empoisonnés par la police. Ils ne peuvent pas espérer vendre un cheval pareil. Donc, en s'en emparant, ils auraient couru un grand risque pour ne rien gagner. Voilà au moins qui est clair. Alors, où est-il, ce cheval? J'ai déjà dit qu'il devait être soit à Kings Island, soit à Capleton. Puisqu'il n'est pas à Kings Island, il doit donc être à Capleton. Prenons ceci comme hypothèse de travail, et cherchons un peu où elle nous mène. Cette partie de la lande, comme l'a fait observer l'inspecteur, est très dure et très sèche. Mais elle descend vers Capleton. D'ici, on peut distinguer une dépression du sol. Dans la nuit de lundi à mardi, elle devait être assez détrempée. Si notre supposition est correcte, le cheval a dû traverser cette partie de la lande. Nous sommes donc bien placés pour chercher ces traces hypothétiques. Pendant cette conversation, nous avions marché d'un pas vif. En quelques minutes, nous étions arrivés devant la dépression en question. À la requête de Holmes, je descendis par la droite et lui par la gauche. Mais je n'avais pas fait 50 pas que je l'entendis pousser un cri et que je le vis me faire un signe de la main. Sur le sol mou, en face de lui, il y avait les empreintes d'un cheval et le fer qu'il tira de sa poche les remplissait exactement. Comprenez-vous la valeur de l'imagination? C'est la seule qualité qui fasse défaut à Grégory. Nous avons imaginé ce qui aurait pu arriver. Nous avons agi conformément à cette supposition. Nous voilà justifiés. Avançons. Nous franchîmes le fond marécageux de la dépression et nous marchâmes pendant 400 mètres sur un terrain sec et dur. De nouveau, le sol nous offrit une déclivité et de nouveau nous relevâmes les traces du cheval. Puis nous les perdîmes pendant près de 800 mètres pour les retrouver une fois de plus tout près de Capleton. Ce fut Holmes qui les aperçut le premier et en me les désignant, il avait sur le visage une expression de triomphe. À côté des traces du cheval, il y avait celle d'un homme. Jusque-là, le cheval était seul, m'écriai-je. Très juste. Il était seul auparavant. Ah, l'eau, qu'est-ce ceci? La double piste s'interrompait brusquement, ou plutôt faisait demi-tour et reprenait la direction de Kings Island. Holmes sifflota et tous deux nous la suivîmes. Les yeux de Holmes étaient sur les traces, mais regardant un peu sur un côté, je découvris à ma stupéfaction les mêmes traces qui reparaissaient à nouveau, mais dans la direction opposée, vers Capleton encore une fois. Un bon point pour vous, Watson, me dit Holmes. Vous nous avez épargné une longue marche qui nous aurait ramenés à notre point de départ. Suivons la piste du retour. Nous n'eûmes pas allé loin. Les empreintes se terminaient sur la chaussée d'asphalte qui montait aux grilles des écuries de Capleton. Quand nous nous en approchâmes, un valet accourut. Nous ne voulons pas trop d'heures par ici. Une simple question, fit Holmes.
Serait-ce trop tôt pour voir votre patron, Monsieur Silas Brown, si je venais demain matin à 5 heures? Pardon, monsieur. Si quelqu'un vient, il y sera. Il est toujours le premier levé. Maintenant, le voici. Il va vous répondre en personne. Oh non, monsieur, non. Ça me coûterait ma place. Me voyez prendre votre argent plus tard, si ça vous chante. Sherlock Holmes se replaça dans sa poche la demi-couronne qu'il en avait tirée. Un homme d'âge moyen, au visage peu aimable, apparut avec un stick de chasse à la main. « Qu'est-ce que c'est, Dawson » cria-t-il. « Pas de bavardage. Va à ton travail. Et vous, qu'est-ce que vous venez ficher ici ?» Nous sommes venus pour avoir avec vous 10 minutes de conversation, mon bon monsieur, lui dit Holmes de sa voix la plus suave. « Comme si j'avais le temps de parler à n'importe quel vagabond. Nous ne voulons pas d'étrangers par ici. Fichez le camp. Sinon, je pourrais bien vous mettre un chien aux fesses. » Holmes se pencha en avant et chuchota quelques mots à l'oreille de l'entraîneur. Il sursauta et rougit jusqu'aux tempes. « C'est un mensonge !» cria-t-il. « Un mensonge infernal !» « Parfait. En discuterons-nous publiquement ou dans votre salon ?»« Oh, entrez si ça vous fait plaisir. » Holmes sourit. « Je ne me ferai pas attendre plus de quelques minutes, Watson. À présent, Monsieur Brown, je suis à votre disposition. » Ces quelques minutes en firent 20 en fin de compte. Les pourpres du ciel avaient viré au gris lorsque Holmes et l'entraîneur reparurent. Jamais je n'avais assisté à une transformation aussi radicale que celle que me montra le visage de Silas Brown au bout de ce bref intervalle. Il avait le teint couleur de cendre, le front inondé de sueur, et ses mains tremblaient si fort que son stick de chasse remuait comme une branche sous le vent. Ses manières de bravage impérieux s'étaient évanouies. Il suivait obséquieusement mon compagnon. On aurait dit un chien avec son maître. « Vos ordres seront exécutés. Ce sera fait, » disait-il. « Qu'il n'y ait pas d'erreur, n'est-ce pas ?» insista Holmes en se retournant vers lui. L'autre tressaillit devant la menace qui planait dans ce regard. « Oh non, et il n'y aura pas d'erreur. Il sera là. Est-ce que je dois le changer ou non ?» Holmes réfléchit quelques instants, puis éclata de rire. « Non, laissez-le, » répondit-il. « Je vous écrirai à ce sujet. Et pas de mauvais tour maintenant, ou... » Oh, vous pouvez me faire confiance. Vous veillez sur lui pour le jour dit, comme s'il était à vous. Vous pouvez vous reposer entièrement sur moi. Oui, je pense que je le peux. Eh bien, vous aurez demain de mes nouvelles. Il vira sur les talons, dédaignant la main tremblante que l'autre lui tendait, et nous repartîmes pour Kings Island. J'ai rarement rencontré un mélange plus parfait de brutalité, de lâcheté et de pleutrerie qu'en ce monsieur Silas Brown, observa Holmes tout en marchant. Il a le cheval alors? Il a essayé de me répondre par des rodomontates, mais je lui ai dépeint avec une telle exactitude ce qu'il avait fait ce matin-là qu'il est persuadé que je surveillais. Je suis sûr que vous avez remarqué dans les traces de pas les bouts bizarrement carrés et que ses bottes à lui correspondaient à ce dessin. D'autre part, aucun subordonné n'aurait osé se lancer dans une affaire pareille. Je lui racontai donc comment, étant selon son habitude le premier levé, il aperçut un cheval qui ne lui appartenait pas et qui errait sur la lande. Comment il s'en approcha, comment il fut stupéfait de constater, d'après le front blanc, d'où vient le nom de Flamme d'Argent, que la chance lui permettait de mettre la main sur le seul cheval capable de battre celui sur lequel il avait parié gros. Puis je lui rappelai comment son premier mouvement avait été de le reconduire à Kings Island, et comment le diable lui avait soufflé qu'il pouvait cacher le cheval jusqu'à ce que la course fût courue. Et je lui dis comment il l'avait ramené et caché à Capleton. Lorsque je lui eus donné tous les détails, il s'effondra et n'eut plus qu'une idée, sauver sa peau. Mais ses écuries ont été fouillées. Oh, un vieux maquilleur de chevaux comme lui a plus d'un tour dans son sac. Mais n'êtes-vous pas inquiet de lui abandonner le cheval, puisqu'il est si intéressé à ce qu'il soit abîmé pour la course? Mon cher ami, il veillera sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il sait que sa seule chance de pardon consiste à le présenter en bon état. Le colonel Ross ne me donne guère l'impression qu'il sera disposé à pardonner si peu que ce fût. Ce n'est pas au colonel Ross de régler l'affaire. Je suis mes méthodes personnelles, et j'en dis aussi long ou aussi peu qu'il me plaît. C'est l'avantage de ne pas être une personnalité officielle. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, Watson, que le colonel s'est montré un tant soit peu cavalier à mon égard. J'ai maintenant envie de m'amuser légèrement à ses dépens. Ne lui dites rien sur le cheval. Bien sûr que non, si vous ne m'y autorisez pas. D'ailleurs, ceci est relativement d'une importance minime par rapport à la question de savoir qui a tué John Straker. Et vous allez maintenant vous consacrer à cette énigme? Pas du tout. Nous rentrerons ensemble à Londres par le train de nuit. Je fus littéralement assommé par cette réponse de mon ami.
Nous n'avions passé que quelques heures dans le Devonshire, et voilà qu'il abandonnait une enquête qu'il avait si brillamment commencée. C'était incompréhensible. Je ne parvins pas à lui arracher un mot de plus avant que nous ne fussions de retour à la maison de l'entraîneur. Le colonel et l'inspecteur nous attendaient dans le petit salon. Mon ami et moi-même, nous allons rentrer en ville par l'express de minuit, annonça Holmes. Nous avons merveilleusement respiré l'air enchanteur de Dartmoor. L'inspecteur ouvrit tout grand les yeux. Le colonel eut un méchant sourire. Ainsi, vous désespérez de pouvoir arrêter les meurtriers du pauvre Straker, dit-il. Holmes haussa les épaules. Il existe incontestablement de sérieux obstacles. J'ai tout lieu d'espérer cependant que votre cheval sera au départ mardi prochain. Vous ferez bien d'avoir votre jockey tout prêt. Puis-je vous demander une photographie de M. John Straker? L'inspecteur en prit une dans une enveloppe qu'il avait en poche et la lui tendit. Mon cher Grégory, vous allez au-devant de tous mes désirs. Puis-je vous prier de m'attendre un instant ici? Je pense à une question que je voudrais poser à la bonne.